Selon la définition, le transfert horizontal de gènes, aussi appelé transfert latéral, est un processus dans lequel un organisme incorpore le matériel génétique d'un autre organisme qui n'est pas son ascendant, c'est-à-dire hors contexte de reproduction sexuée. Cette transmission de gènes s'oppose donc au transfert vertical héréditaire, donc des parents vers les enfants. Salut les égarés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Utile des termes où l'on traitera d'un sujet mis en avant que depuis très récemment. Et oui, car en général, quand on pense hérédité ou transfert de gènes, la première chose qui nous viendra à l'esprit c'est l'alliance de deux génomes provenant de la reproduction entre individus de la même espèce. C'est la notion de reproduction par fécondation qui nous est la plus commune, notamment parce que c'est à celle-là même que nous participons, nous, Homo sapiens. Mais cette méthode n'est pas la seule à permettre la transmission de gènes entre individus. Mais non! Nous avons donc entre autres, comme moyen de transmission, le transfert horizontal de gènes. Alors, en quoi cela consiste ? Dans le monde bactérien, ce mode de transfert est monnaie courante. Alors nous allons commencer par nous pencher dessus. Tout d'abord, il faut revenir à la première moitié du XXe siècle, avant même que l'on parle de transfert horizontal de gènes. Griffith et Avery ont mis en évidence en 1928 et 1944, en injectant deux souches de pneumocoque à des souris, notamment une virulente morte et une non virulente vivante, un principe de transformation permettant le passage de fragments d'ADN d'une souche à l'autre, amenant à la mort de l'hôte. En 1959, c'est une étude japonaise qui a mis en lumière ce phénomène, en démontrant un transfert de résistance aux antibiotiques entre individus d'espèces différentes. Mais il a fallu attendre une dizaine d'années pour que l'Occident montre de l'intérêt pour ce mode de transfert. En 1984, Michael Sivanen, biologiste occidental, démarre une série de publications portant sur la fréquence de transfert horizontal de gènes. Il prédit que le transfert horizontal de gènes est une réalité, qu'elle est fréquente et qu'elle a un intérêt certain dans les processus évolutifs. Il déclare qu'il s'agit d'un phénomène sans doute apparu à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre. En 1999, Gen et al. Conclut dans leur étude que chez des bactéries du genre Thermotoga, environ 20% des gènes proviennent d'archées. En 2005, Batteste et al. Met en évidence le fait que le transfert horizontal de gènes peut également être un mécanisme important dans l'évolution des protistes. En 2007, Peter Gogarten affirme même que le transfert horizontal est un nouveau paradigme pour la biologie. Merci, merci monsieur le professeur. Il est évident maintenant que ce phénomène est bien une réalité et a été notamment démontré dans la manière dont des bactéries d'espèces différentes se transmettent des gènes de résistance aux antibiotiques. On retrouve le même phénomène chez les archées. Ainsi, les gènes de résistance acquises par une cellule peuvent être transmis à des bactéries d'espèces, voire de genres différents. Mais comment ça se passe ? Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. On peut dénombrer plusieurs manières de se transmettre des gènes par transfert horizontal. La conjugaison, consistant à un transfert d'ADN d'une bactérie à une autre, en général de la même espèce, via un contact de cellule à cellule par pili sexuel, de petits appendices à la surface des cellules, ne servant pas à la mobilité de celle-ci, mais bien à de la transmission de plasmides, qui sont de petites molécules d'ADN distinctes du chromosome bactérien, codant un caractère. Ces conjugaisons se font entre bactéries de même espèce ou d'espèces différentes, voire entre bactéries et cellules eucaryotes. C'est notamment par ce biais que beaucoup de bactéries vivant dans un milieu devenu hostile vont acquérir une résistance aux antibiotiques. Ceci pose un vrai problème de santé publique, cela dit, car nous consommons tellement d'antibiotiques que nous avons permis le développement d'un trop grand nombre de bactéries résistantes. L'OMS a même publié une liste de bactéries contre lesquelles il est urgent d'avoir de nouveaux antibiotiques. La transformation. Commun chez les bactéries, moins chez les eucaryotes, elle consiste en la prise de matériel génétique extracellulaire provenant d'une bactérie morte par un autre organisme. En gros, quand une bactérie est détruite, elle va libérer dans le milieu une grande quantité d'ADN. Si les conditions sont remplies, ces fragments d'ADN contenant un ou plusieurs gènes peuvent être intégrés au génome d'autres bactéries. C'est une modification du génotype par absorption. Des protéines présentes à la surface des bactéries participent au mécanisme d'absorption des gènes. Cette méthode est souvent utilisée en génie biologique afin d'insérer de nouveaux gènes dans des bactéries. La transduction, processus par lequel l'ADN d'une bactérie est transporté dans une autre bactérie par le biais d'un virus. Ainsi, on observe que chez les humains, le génome comporte 8 à 10% d'ADN d'origine virale, et ça monte jusqu'à 50% chez le maïs. Le virus va parasiter la cellule en intégrant son génome dans le génome de la dite cellule hôte.
L'on peut compter aussi sur la fusion de deux organismes, la symbiose dite endosymbiose et l'introgression qui est une forme d'hybridation par rétrocroisement successif avec majoritairement l'une des deux espèces. Ça fait beaucoup là, non ? Prenons quelques exemples. Vous le savez, les cellules eucaryotes sont constituées de plusieurs éléments, notamment un noyau, mais aussi les ribosomes, les mitochondries, l'appareil de Golgi ou encore les lysosomes, etc., etc. Bienvenue dans vos cours de SVT pour ceux qui sont arrivés jusque-là au collège ou au lycée, et bon retour à tous ceux un peu plus vieux. Eh bien, selon beaucoup de scientifiques, les mitochondries et les chloroplastes auraient probablement une origine endosymbiotique, le résultat de l'intégration de différentes cellules par la cellule ancêtre de l'eucaryote. C'est d'ailleurs à la fin du 19e siècle que la théorie de l'endosymbiose est émise pour la première fois, mais elle restera ignorée jusque dans les années 60, théorie reprise et défendue par Lynn Margulis sous le nom de théorie endosymbiotique. On a observé également des transferts entre bactéries et certains champignons. Plus étonnant, de tels phénomènes sont également observés entre des plantes parasites de la famille des Rafflesiaceae et leurs hôtes, ainsi qu'entre une algue, la Vaucheria, et un mollusque qui s'en nourrit du genre Elysia. Autre exemple, en 2021, Bemisia tabaci est devenue la première espèce d'insecte connue à avoir emprunté directement un gène à une plante et à l'avoir intégré dans son génome. Internet regorge d'exemples, tous plus fous les uns que les autres, allez voir. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Maintenant que l'on sait que le transfert horizontal de gènes existe, comment est-il pris en compte dans l'étude de l'évolution des êtres vivants ? Eh bien, c'est source d'erreur. En 2004, le biologiste Peter Gogarten déclare que la métaphore originelle d'un arbre ne correspond plus aux données provenant des récentes analyses de génome et que les biologistes devraient utiliser l'image d'une mosaïque pour décrire les différentes histoires combinées dans un génome unique et l'image d'un filet pour signifier la multitude d'échanges et d'effets coopératifs qu'a le transfert horizontal sur les microbes. On parle alors de réseau phylogénétique. En 2017, Hervé Le Guyadé écrit qu'il est désormais permis d'étudier par ces réseaux, de manière logique, les interactions dans l'espace et le temps entre entités biologiques, même provenant de niveaux d'organisation différents. C'est pour ça qu'il est important de se remémorer que l'établissement d'arbres phylogénétiques que l'on retrouve dans de nombreuses études reste valable pour les espèces, alors que l'histoire des portions de génome au sein d'une espèce peuvent avoir des histoires bien différentes. Un arbre phylogénétique ne reflète donc pas la réalité de l'histoire évolutive d'un génome. Dès les années 80 et surtout après 2000, plusieurs équipes, dont celle de Peter Gogarten, ont proposé d'intégrer les transferts horizontaux dans les études phylogénétiques. Au lieu de les en écarter, on parle alors de réconciliation phylogénétique. Vous aurez plus de détails en allant checker les différentes études que je vous laisse en description. Alors, ah bah c'est pas trop tôt! Y a-t-il des applications scientifiques au transfert horizontal de gènes? La décadence est en marche. Je pense que ça va vous paraître évident maintenant qu'on a établi tout ça, mais vous connaissez les OGM? Bon, eh bien, c'est une résultante de la transgénèse, c'est-à-dire la façon dont on intègre un ou plusieurs gènes d'une espèce à une autre. Ça sert notamment en agriculture pour augmenter le rendement des récoltes en plantant des céréales qui seront devenues plus résistantes aux différents pathogènes ou parasites. On parle aussi souvent de thérapie génique, notamment tous les hivers depuis plusieurs années avec le Téléthon. En gros, c'est une méthode qui va permettre la réparation d'un génome défaillant. C'est donc ce qu'on tente de faire grâce à nos dons pour aider les enfants atteints de maladies génétiques rares en tentant d'améliorer les parties de leur génome qui ont merdé. Certains s'insurgent sur les dangers de ces méthodes sur les cultures, l'environnement ou notre santé, mais je ne suis pas ici pour soumettre mon avis sur la question. Mais vous pouvez tout à fait en débattre dans les commentaires, tout en restant courtois. Ah bah c'est super. Vous finirez de raconter ça à vos potes sur le chemin de retour. Allez. Voilà les égarés, ce qu'on pouvait dire au sujet du transfert horizontal de gènes. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je ne suis pas entré dans les détails, mais si vous êtes curieux, plusieurs liens sont disponibles dans la description. Je vous laisse mettre un pouce en l'air, partager un maximum la vidéo, commenter, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Ah, et dernier tips avant de partir. J'ai bien chaud là. Saviez-vous que le développement du placenta chez les mammifères serait dû à un transfert horizontal de gènes depuis un virus? L'intégration de gènes de rétrovirus intervenue il y a 150 millions d'années chez nos ancêtres et qui se serait renouvelée à quelques reprises jusqu'à il y a 50 à 20 millions d'années. Pas mal, non? Ciao!